Cette table ronde m'a été inspirée par Floriane, qui est là à côté de nous, en fait, sur une précédente table ronde où j'assistais en tant que visiteur, où elle parlait de son métier. Métier très particulier, donc elle va se présenter un petit peu après. Et je me suis dit, ah, mais en fait, dans Rouille, c'est pour ça qu'il y a tout ça, en fait. Et je me suis dit, ça sera un super sujet de table ronde. J'ai proposé à l'équipe des Aventuriales qui m'a dit, ah ouais, c'est une bonne idée. Ok, on y va. Et puis donc, pour préparer une table ronde, on lit ou on relit. En l'occurrence, j'ai relu Rouille, les livres des auteurs que l'on a sur la table ronde afin de savoir un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis dans leur bouquin, et si ça peut avoir effectivement une cohérence avec ce qu'on a apporté. Et je vais commencer par une citation du livre de Ada, les paroles de Mycroft, puisque c'est Mycroft qui raconte l'histoire. Et donc, il répond à une question. Mycroft, en fait, il parle au lecteur en permanence dans le livre. Vous êtes cuisinier ou c'est juste votre travail? Quelle question rafraîchissante. Dans notre troupe de dirigeants et de vocateurs, on pourrait presque se croire revenu au jour enfoui où chacun était son travail. Monsieur Smith est banquier, Madame Christian infirmière, comme si 20, 40, 60 heures par semaine réduisaient à néant les 100 autres. Comment vous présentez-vous à une réunion, lecteur? Êtes-vous cuisinier, randonneur, lecteur, cinéphile? On va commencer par Floriane. Je vais aussi faire une citation et tu vas pouvoir te présenter. La science n'attend pas. Tu dis ça dans Rouille et je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour, je m'appelle Floriane. Donc, c'est une très bonne question. Comment je me présente, du coup? Souvent, on me demande ce que je fais dans la vie et je dis souvent que je l'essaye de vivre parce que ça demande déjà beaucoup d'énergie, je trouve. Mais du coup, je dis souvent que je suis une lectrice qui écrit des livres. Et à côté de ça, j'ai aussi un métier qui est aussi une passion. Je suis ingénieure, moi, dans l'aéronautique. Je fais une thèse sur la physique. Et du coup, c'est des éléments que j'ai commencé à mettre un peu dans mes romans. Et voilà, parce que quand j'étais plus petite, je voulais écrire des livres, mais on m'a dit que c'était pas un vrai métier d'écrire des livres. Et du coup, ma mère m'a dit, bah, trouve-toi un vrai métier, puis t'écriras des livres plus tard. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, mais moi, ce que j'aime bien, c'est écrire des livres. Enfin, c'est ce que j'imagine que j'aime bien, en tout cas, j'aime bien les lire, donc j'ai envie d'en écrire. Et après, je me suis demandé, mais du coup, mais si je dois trouver un vrai métier, qu'est-ce que j'aime faire? Alors, c'est très simple, j'aimais bien les dinosaures et les étoiles. Et sauf que j'avais la flemme d'aller à la fac. Donc, je suis allée faire une prépa et une école d'ingénieur. Et là, on m'a dit que j'étais trop bête pour faire des fusées, parce que je comprenais pas très bien la thermodynamique, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai dit, bah, que ça tienne, je vais aller faire des avions. Et du coup, j'ai fait des avions. Et voilà. Et maintenant, je regrette, j'aurais dû dire à tous ces gens qui m'ont dit que j'étais pas capable, que c'était des gros nazes et que je ferais ce que je voulais. Et du coup, c'est pas grave, j'aime quand même les avions. Je pense qu'on oublie souvent que voir décoller un avion, c'est quand même genre une prouesse technologique incroyable. On a tellement l'habitude de les voir qu'on se rend pas compte que c'est un truc de fou. Et du coup, je suis contente quand même de faire des avions. Voilà. Donc je dis que je fais des avions. En fait, c'est pas vrai, je les casse, mais ça fait peur aux gens. Donc je dis que je fais des avions. Est-ce que du coup, cette formation t'a aidé pour Rouille? Alors, oui et non. En fait, quand j'ai commencé à écrire Rouille, justement, donc Rouille, c'était un thriller steampunk. Donc c'est une partie de la. Enfin, on estime que toute la technologie est plutôt tout ce qui est machine à vapeur. Donc c'était quelque chose qui m'a attiré parce que j'ai découvert le steampunk relativement tard, en fait, genre vers 2014-2015. Mais je trouvais ça très cool parce que ça venait titiller mon côté mécanicienne qui aime bien décoller des boulons et remettre des boulons et voir ce qui se passe. Mais je me sentais pas à l'époque parce que j'étais encore, je pense, un peu dans cet environnement où on me disait que j'étais une fille et que je pouvais pas faire trop de mécanique. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vécu dans mes études, ce biais-là de dire que les femmes en méca, déjà, il n'y en a pas beaucoup et bon, voilà, on est un peu le quota, quoi. C'est pas vrai, on n'est pas le quota. Et du coup, j'ai fait une petite entrée comme ça avec le personnage de Jules, qui est une espèce de mécanicien auto-apprenti qui bidouille des trucs dans son coin et qui fait des petites machines. Et c'était un peu genre un hommage à ma formation à moi, qui bidouille, parce que moi je travaille dans les essais. Donc on bidouille des trucs tout le temps pour faire en sorte que tout se casse pas la gueule et que ça se passe bien. Et on casse des choses après, parce qu'un essai qui n'est pas cassé, c'est pas un essai réussi. Et par contre, c'était quelque chose que j'ai totalement exploité après, quand j'ai fait donc, Les Oubliés de la main, mon troisième roman, qui est donc un planète opéra, où là, en fait, l'héroïne est une scientifique.
directement. Et c'était hyper intéressant pour moi d'avoir ce... Enfin, en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie en écrivant, en commençant à écrire Les Oubliés de Lama, parce que je me suis rendu compte que pendant super longtemps, je m'étais interdit d'écrire de la science-fiction. Parce que je me sentais pas légitime, parce que j'avais peur qu'on vienne me dire que ce que j'écrivais c'est faux. Enfin, en fait, on le voit souvent en fantasy où dès qu'une femme parle de trucs un peu historiques, on vient lui dire que c'est pas vrai ou qu'elle se trompe ou que de toute façon tout le monde sait mieux que nous, de toute façon, de manière générale. Et j'avais pas envie de vivre ça, ce truc-là. Sauf que quand j'ai commencé à écrire des nouvelles de SF, genre ça a été la révélation. Je me dis mais c'est incroyable. Vraiment, je prends un plaisir que j'avais jamais pris à écrire aucune nouvelle en écrivant de la SF, où vraiment je trouvais que j'avais vraiment la place d'amener les concepts ou les questions de société que je voulais vraiment exposer. Par exemple, j'ai écrit une nouvelle qui parle de la maternité. Et c'est un truc que vraiment j'avais besoin d'exprimer et j'aurais jamais pu le faire dans un autre environnement que de la science-fiction. Et du coup, ça a été une espèce de déclic. Et du coup, pour Les Oubliés de Lama, j'ai utilisé... En fait, tous les concepts scientifiques du roman sont issus de ma thèse. Donc c'était simple, parce que je savais de quoi je parlais. Donc j'attends qu'on vienne me dire que j'ai tort. Là, je suis prête. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais du coup, ça m'a énormément servi parce que en fait, toute l'histoire est basée sur ma thèse. Donc pour information, c'était sur les coups de foudre sur les fuselages d'avions. Et c'était très cool. Voilà, maintenant j'ai monopolisé la parole. Non, c'est très bien, c'est super intéressant. On va passer peut-être à Elodie. On va te laisser te présenter. Alors, tu te présentes comment? Prof de maths ou auteur? Alors, en général, moi, je me présente principalement comme professeur de mathématiques en premier parce que j'ai publié un seul roman et je fais beaucoup d'heures de mathématiques par semaine. Donc, en volume, je passe beaucoup de temps sur des mathématiques. Et aussi, professeur de mathématiques, plus que juste les mathématiques, c'est aussi toute une relation humaine avec les élèves. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup. Il se trouve que j'écris beaucoup pour la tranche d'âge ado. Et je pense que c'est aussi parce que c'est une tranche d'âge qui me parle, parce que je travaille avec eux. Alors, je ne vends pas mes romans aux élèves. Il paraît que ce n'est pas éthique. Mais globalement, c'est la fraîcheur adolescence qui me parle beaucoup. Et là-dessus, c'est important pour moi. Et je me ressens aussi beaucoup matheuse parce que j'ai fait beaucoup de mathématiques. J'ai fait une thèse de mathématiques après avoir fait un master de mathématiques. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais faire de la recherche? C'était juste un peu trop solitaire pour moi, donc j'ai arrêté la recherche. Je ne mettrai pas ma thèse dans un roman, sinon personne ne va rien y comprendre. Non, mais moi, j'ai été hyper tentée de mettre des formules à un moment. Et je me suis dit, non, mais en fait, il n'y a que moi qui aime bien les formules dans les romans, donc je ne l'ai pas fait. Le pire que j'ai fait, c'est dans une nouvelle où j'ai parlé un petit peu de mathématiques, de ma toute première nouvelle publiée. J'étais en mode, je pensais à cette époque-là que j'étais pas assez bonne autrice pour être publiée juste sur ma plume. Et je me suis dit, il y avait un appel à texte, chance et mauvaise fortune. Je me suis dit, je vais leur faire des probas. Ça, au moins, personne d'autre y aura pensé et ça passera. Et ça a marché. Du coup, ma toute première nouvelle publiée, il y a un petit peu des mathématiques dedans, mais de manière filigrane. Mais sinon, le reste du temps, les mathématiques ressortent de manière très, très indirecte dans ce que j'écris. En fait, j'aime beaucoup écrire de la magie, parce que pour moi, la magie, c'est comme les maths. On pose des règles du jeu, et après, on s'amuse avec en restant rigoureux. Et donc, j'ai une vision très constructive de, avec ce set de règles, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Et pour moi, les mathématiques, c'est pareil. En fait, je vois ça comme un jeu de construction. Je sais que beaucoup de gens partagent pas ce point de vue, mais pour moi, c'est super rigolo. On a le droit, on a des règles du jeu, et après, on regarde ce qu'on a le droit de faire avec, et il n'y a pas de limite. Tant qu'on respecte les règles, on fait ce qu'on veut, et c'est trop cool. Je vais lire une petite citation, et on va revenir après. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait pas vu le dragon blanc, mais il reviendrait. Il revenait toujours. Un battement d'aile lui donna raison quelques minutes plus tard. Le minuscule reptile se posa sur le rebord de sa fenêtre et se blottit contre ses doigts avant de s'ouvrir à elle. Son enthousiasme, sa joie, tout comme le plaisir des retrouvailles, comblaient la solitude d'Éline. Comment tu es venue à écrire sur des dragons? C'est quand même pas très mathématique, un dragon. Alors, le dragon lui-même, non. Mais il se trouve que dans mon roman, les dragons interagissent avec la magie, ils interagissent avec les prophéties, tout interagit entre eux. J'ai simplifié 3 fois mes 7 règles parce que mon premier enthousiasme initial m'a porté sur des « on va faire ça et ça ». Et mes bêta-lecteurs ont fait « non mais Elodie, là t'es gentille, on comprend strictement rien aux règles de ta magie ». Ça a l'air super intéressant, hein, mais c'est incompréhensible. Je suis peut-être partie un petit peu loin. Mais donc c'est une histoire d'interaction en fait. Je voulais faire interagir plein de choses. J'ai des règles du jeu pour la magie, j'ai des règles du jeu pour les prophéties.
et elles entrent en conflit. Donc quand on fait de la magie à côté de prophètes, ça se passe pas bien. Et les dragons, ils sont en lien avec tout ça parce qu'ils réagissent à la magie, ils réagissent aux prophéties, et du coup, je me suis beaucoup amusée sur tout ce qui est interaction. Et puis accessoirement, ça crache du feu, les dragons, donc c'est cool. On va quand même parler, on va au moins donner le titre. Ça s'appelle La loi du sanctuaire. Donc c'est aux éditions Gulfstream et vous pouvez trouver le livre sur la table des libraires. On va se tourner peut-être un petit peu vers Ada. Ada, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre cursus? I think a lot about this question, and it made me think of when I was at Worldcon this summer. Je réfléchis beaucoup à cette question en fait. Cet été, quand j'étais à la grande convention mondiale, la Worldcon, And I was on 9 different panels, and I introduced myself differently on every one of them. j'ai fait partie de 9 conférences de table ronde et à chaque fois ils m'ont défini de façon différente. Because at the panel on the Middle Ages, I introduced myself as a historian. Parce qu'une sur le Moyen Âge, je me suis présentée comme une historienne. But at the one on anime cosplay, I introduced myself as the former masquerade coordinator of Anime Boston. Tandis que sur celle consacrée à la mascarade, mascarade, c'est ça le jeu? C'est du cosplay. Elle a fait Cosplay. du cosplay. Je me suis présentée comme l'animatrice de la mascarade à Boston. And for the panels on writing, I introduced myself as the author of Terra Ignota. Et pour celle sur l'écriture, je me suis présentée comme l'autrice de... C'est quoi? Terra Ignota. Terra Ignota, merci. But for the one on the economics of animation, I introduced myself as a consultant for several different manga publishers, which I also am. Mais pour ce qui est de ce qui traitait des mangas, en fait, je me suis présentée comme la coordinatrice de plusieurs mangas. And all of those different things are true and appropriate for each of those circumstances. Chaque définition est en effet authentique et appropriée à chaque circonstance. I don't know whether there are equivalents in French, but there are 2 words in English that are interesting to think about for this. Je ne sais pas si c'est le cas en français, mais en anglais, il y a 2 mots sur lesquels qui poussent à réflexion. Vocation Vocation and et avocation. alors là, Avocation, donc vocation, mais malheureusement, ça ne marche pas en français. Là, which is the idea is that it's a second activity that you do that pulls you away from your first vocation. l'idée d'une activité que l'on fait qui vous arrache à votre seconde vocation. So, for example, people might say, I'm a teacher, but my avocation is being an activist, and I was pulled away from or gave up being a teacher to be an activist. On peut dire que donc en premier, je suis une professeure, mais je suis aussi une militante, et donc j'ai arrêté d'être professeure pour devenir militante, For example. par exemple. Avocation, il traduit ça par hobby ou passe-temps. But in English, the 2 words Je are, pense que c'est encore plus fort que ça. yeah, in English, the 2 words are directly in opposition. One is the enemy of the other. En anglais, en tout cas, les mots sont en parfaite opposition, l'un est l'ennemi de l'autre. And the words imply that having an avocation means you do less of your vocation. Et ça veut dire qu'avoir un hobby, ça veut dire que vous vous consacrez beaucoup moins à votre vocation. And I think that's a very bad way to think about it, Je pense que c'est vraiment une mauvaise façon de considérer les choses. because everything that I write reflects my research and way of thinking in history. Parce que tout ce que j'écris reflète à sa façon ma documentation et tout ce que je fais en termes d'histoire. You know, the questions that began my world building about things like what is the transportation system and what does that do to politics? Par exemple, j'ai commencé à construire le monde en pensant à quels sont les moyens de transport et quelles sont les relations avec la politique de ce monde, Which is something I learned to ask of historical settings. qui est une question que je me pose en général lorsque j'étudie les périodes historiques. But it's also true in the inverse that often I am writing a story about a historical figure and it makes me wonder something that I never thought to ask as a historian. Mais l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que je peux étudier un personnage historique et en même temps ça me pousse à me poser des questions que je ne me serais jamais posées en tant qu'historienne. Recently, I was writing several short, one-chapter biographies of different historical figures. Il y a peu, je me suis surpris à écrire des petites biographies d'un chapitre concernant toutes sortes de personnages historiques. And when you do that as a story, you realize you can't skip over stuff the way a historian often does.
Et quand on essaie d'en faire un récit, une histoire, on s'aperçoit qu'on ne peut pas passer sur quelques petits détails qu'en tant qu'historien, on pourrait se le permettre. You know, if you're writing about Michelangelo, you usually write about when he was making the David, and then you skip to when he was doing the Sistine Chapel. En général, quand on parle de Michel-Ange, par exemple, on part sur le moment où il travaillait sur David, et ensuite on passe directement à quand il faisait la chapelle Sixtine. But when you're trying to write it as a story, you need to include the part in between. Mais par contre, quand il s'agit d'une fiction, on est obligé d'inclure tout ce qui se passe entre les deux. And what happened in the part in between was that his homeland was under military threat, and he cowardly fled and abandoned his city to destruction. C'est-à-dire, ce qui s'est réellement passé entre les deux, c'est que sa ville était menacée par l'armée et en fait, il s'est barré comme un lâche il a laissé la ville se faire détruire. And then later in his life, it happened again, and he fled again. Et plus tard dans sa vie, il s'est passé exactement la même chose et il a la même réaction, il s'est barré. But then 5 days later, he felt bad about it and went back, and the second time stayed there. Mais par contre, la seconde fois, 5 jours plus tard, tout compte fait, il s'est senti un petit peu mal et il y est retourné. Et par contre, il est resté cette fois-ci. And that's a very interesting side of Michelangelo. En fait, c'est quelque chose de très intéressant de la vie de Michel-Ange. You know, the coward who does become a patriot, Le lâche qui, au final, devient patriote. but that doesn't appear in histories that focus on his art. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas ça dans tous les récits qui se concentrent sur sa production, sur ses œuvres. You only find that when you try to tell a story. Ça, par contre, on le découvre uniquement quand on essaie de raconter son histoire. So in this sense, being a historian and being a writer, an author, storyteller, each make the other better. En ce sens, lorsqu'on est à la fois historien et écrivain, chaque aspect améliore l'autre. Which is why the words vocation and avocation express the opposite of what's true. Ce qui explique pourquoi le mot vocation et, on va prendre hobby, histoire de dire, sont parfaitement opposés. Floriane, on va revenir vers toi. Je vais commencer par une citation et tu vas retrouver ton livre. S'ils se rendent compte que tu les vois, alors ils s'accrochent à toi et ne te lâchent plus. Ils répandent tellement de tristesse et de colère, c'est insupportable, alors je les ignore. Certains arrivent encore à sentir que je suis différente, ici, dit-elle en balayant la salle du regard. C'est comme un endroit hors de la réalité. Crois-moi, quand tu dois annoncer à un revenant qu'il est mort, c'est triste et violent. Ça n'a rien à voir avec cet endroit. Tu as de la chance de ne pas les voir, de juste les sentir. Parfois, c'est une malédiction. On change de registre. C'est un extrait des Noces de la Renarde. Comment on passe de Rouille aux Noces de la Renarde? Comment on passe d'un livre qui est steampunk, avec une forte influence effectivement un petit peu scientifique dedans, avec des petits apports que tu as fait, à ce folklore japonais? Je pense que ça rejoint beaucoup de ce que Ada disait sur les vocations et les hobbies, parce que je pense qu'en fait, on ne peut pas avoir qu'une seule vocation. Enfin, on n'a pas à avoir une seule vocation. Et dans ma famille, on a beaucoup de passions. Alors, je pense que peut-être passion, c'est mieux pour avocation. Et par exemple, mon père était un très grand fan du Japon. Et donc, depuis qu'on est toute petite, nous, on baigne dans cet univers-là. On a fait du kendo très jeune, ma sœur a fait du judo pendant des années. On regardait beaucoup de vieux films de samouraïs. Enfin, vraiment, il avait cette passion pour ce pays-là. Et nous, on a baigné dans les mangas, dans les vieux films et tout ça. Et un jour, j'ai eu cette idée de roman. Et ça m'est venu vraiment tout naturellement comme voilà, c'était cette passion que j'avais construite au fur et à mesure en continuant de me nourrir, de me renseigner, d'aller voir des films, d'aller voir des expos, des choses comme ça. Ça s'est construit. Et un jour, l'histoire, elle est arrivée. Fallait que je raconte l'histoire de Mina, quoi. Et du coup, ça fait partie, ouais, je pense, de mes multiples passions, en tout cas, celle que mon père m'a transmise, parce que c'est aussi lui qui m'a fait lire de la science-fiction. Et du coup, je pense que c'est intéressant de voir que justement, il n'y a pas de conflit entre. Par exemple, on pourrait dire que ma vocation, c'est d'écrire des romans où ça serait les sciences, quoi. Et du coup, effectivement, je mets beaucoup de sciences dans mes romans, enfin, dans la plupart, même dans mes nouvelles, je mets des sciences. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, j'ai pas envie d'être réduite à une seule chose. Et on me dit souvent quand on me dit mais du coup, si l'écriture c'est votre passion, donc vous allez arrêter de travailler pour écrire. Mais pourquoi je devrais n'être qu'une seule chose? Avant, il y a plusieurs siècles, les mathématiciens, ils étaient philosophes, ils étaient poètes. Enfin, en fait, il n'y avait pas de problème à être plusieurs choses. Aujourd'hui, on est dans une société où on tend vers une espèce de hyper spécialisation tout le temps. Mais en fait, c'est la transversalité qui nourrit
et qui fait qu'on se pose des questions hyper différentes. Et moi, je l'ai beaucoup vécu pendant ma thèse, parce que du coup, j'avais ce côté très littéraire, où on m'a fait le reproche, par exemple, on m'a dit que ma thèse était difficile à lire parce qu'elle était trop bien écrite, quoi. Et moi, j'étais là, genre, mais ouais, mais on m'a dit, vous n'avez pas du tout une pensée mathématique. Mais c'est vrai, moi, il m'a fallu énormément de temps pour aimer les maths. J'ai découvert que j'aimais les maths en prépa, tu vois. Avant, je n'aimais pas ça, j'aimais la physique. Et en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est bien parce que du coup, ma façon de penser, ok, elle n'est pas du tout carrée, quoi. Mais du coup, j'amène une autre manière de penser et c'est ça qui enrichit les choses. Et du coup, je pense que c'est voilà, tous ces trucs un peu transverses qui font que tout s'internourrit constamment et c'est comme ça que les choses arrivent. Alors peut-être que si mon père n'avait pas su nous transmettre sa passion du Japon, j'aurais jamais écrit ce livre-là. Et ma sœur est partie vivre au Japon après et peut-être qu'elle n'aurait pas eu cette impulsion ou qu'elle l'aurait eu beaucoup plus tard. Peut-être que c'était déjà en elle, je sais pas. Mais je pense qu'en fait, ouais, il faut s'autoriser à être toutes les facettes qu'on a parce que c'est ça qui nourrit. C'est souvent parce qu'on a vu, par exemple, anecdote. Donc moi, je travaille dans les essais et là, dernièrement, on est allé chez un client pour voir juste pour parler avec eux, pour voir si on pouvait les aider, travailler avec eux, etc. Et en fait, c'est des clients, alors, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais en fait, ils font tout ce qui est essai d'explosion. Des trucs hyper stylés. Et du coup, moi, j'étais là en mode, ok, mais du coup, on est sur site, est-ce qu'on peut visiter les installations, genre des ondes de choc, comment vous faites ça et tout. Et ils m'ont dit, ah bah oui, pas de problème, on vous emmène, il n'y a pas d'essai. C'était des trucs incroyables. En fait, ils utilisent des anciennes mines qu'ils ont réhabilitées pour faire exploser des trucs, quoi. Et j'étais là, genre, et je me promenais dans ces trucs-là, et j'arrêtais pas de me dire, oh, c'est incroyable, je peux pas faire de photos, mais c'est un décor de roman, il faut écrire un. Enfin, genre, j'ai cette idée de roman, et c'est exactement le genre de décor dont j'ai besoin, comment la pierre est taillée, comment ils ont fait pour améliorer, pour renforcer les murs, à quelle fréquence ils renforcent les murs, après les essais, enfin plein de détails en fait, que moi je peux réutiliser dans mes romans. Et ça ne me serait jamais, enfin j'aurais jamais su ces choses-là, ça me serait même jamais venu à l'idée si j'avais pas eu mon métier à côté ou si j'avais pas eu d'autres passions pour m'amener dans ces trucs-là. Et pareil, je suis allée à un festival de métal cet été en Tchéquie, enfin en République tchèque. Et en fait, le festival se passait dans une ancienne carrière militaire où tout était sous terre, avec des souterrains de fous. Et ils avaient fait tout un décor post-apo, genre décoré et tout. Et c'était incroyable. Et j'ai passé genre 2 jours à faire des photos et à parler à tout le monde en mode, mais du coup, comment vous faites ce genre d'artisanat avec des os et des machins et comment vous faites des trucs et tout. Et j'étais là, genre, mais ça, c'est du matériel pour des romans en fait. Mais je l'aurais jamais vu si j'avais pas eu envie d'écouter du métal et que je me suis pas dit, ah vas-y, je vais faire 14 heures de bus pour aller écouter un festival de métal en République tchèque, quoi. Du coup, tout s'interpénètre tout le temps. Il faut laisser les expériences et tout arriver et il faut les utiliser. Et je pense que c'est hyper important de se laisser l'opportunité d'être plein de choses et pas de se dire, comme quand on se présente, je ne suis qu'une seule chose et encore pire, je ne suis que mon métier, quoi. D'être tellement plus de choses. J'ai encore monopolisé la parole. Non, en fait, on te demandait où c'était ce festival parce que du coup, on a un petit peu envie d'y aller. Je vais quand même revenir sur les Noces de la Renarde parce que tu es un petit peu parti là-bas. Tu écris dans les Noces de la Renarde, tu as 2 trames narratives. Hein, si vous l'avez pas lu, il y a deux histoires en fait qui se, bien sûr, à un moment donné, qui se rejoignent. Hein, sinon, c'est pas drôle. Mais donc, dans ces 2 trames narratives, quelle est celle qui t'a le plus amusé? Est-ce que c'est Mina ou est-ce que c'est au contraire Je pense que j'ai eu plus de plaisir à décrire l'univers médiéval parce que c'était toutes mes influences de Miyazaki qui pouvaient s'exprimer librement. Parce que mon préféré, c'est Princesse Mononoke, donc c'est en plein dedans. Par contre, j'ai pris un vrai plaisir à écrire Mina parce que je me suis beaucoup reconnue en elle quand j'étais plus jeune. Donc c'est une enfant qui est un peu timide, qui est très introvertie, qui a du mal à aller vers les autres et en plus, donc elle a ce qu'elle voit elle comme une malédiction, donc de voir tous les fantômes et les démons du folklore japonais. Sauf que du coup, comme elle est la seule, elle est un peu, c'est la gamine qui regarde des trucs au plafond que personne ne voit, quoi. Donc elle est un peu mise à l'écart. Et moi, j'avais ce côté, surtout au collège, où j'étais très introvertie parce que moi, je lisais des livres, beaucoup. Et j'étais un peu dans mon coin et personne ne lisait des livres. Après, il y a eu les mangas, donc ça a permis de fluidifier un peu ce truc-là. Mais c'est vrai que moi, ça ne m'intéressait pas d'aller courir après un ballon. Je voulais lire mes petits trucs tranquilles, quoi. Et du coup, elle a un peu ce côté très introverti où en fait, elle fait un peu l'autruche. Elle se dit, si je fais comme si mes problèmes n'existaient pas, au bout d'un moment, ils vont peut-être plus exister, quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Et du coup, ce livre-là, c'est un peu ce que moi j'ai vécu après, plus tard, où en fait, à un moment, il faut se confronter au truc, sans forcément changer qui on est, mais il faut se confronter au truc et dire, mais en fait, je suis comme ça, et c'est pas mal, et c'est pas grave. Et je peux accepter que ce qui fait que certaines personnes trouvent ça bizarre, c'est aussi un truc cool et beau, et que je peux utiliser pour faire des choses bien. Et du coup, j'ai beaucoup aimé écrire Mina, et j'ai beaucoup aimé écrire Natsume, donc qui est un peu son opposé, qui est la déléguée de sa classe, et qui, elle, vient d'une famille d'exorcistes. Et qui est très rentre-dedans, vraiment, genre elle n'a pas le temps, quoi. Et je me suis dit, c'est un peu le personnage que j'aurais aimé être quand j'étais plus jeune.
qui a peur de rien et qui va tirer un peu Mina vers le haut pour lui dire allez vas-y, en fait sors, tu t'en fous de ce que les autres pensent, moi je suis là, on est deux, ça suffit quoi. Du coup c'était cool d'écrire cette interaction là entre deux personnages qui sont si différents. Mais après pour tout le reste c'était vraiment super cool de m'imaginer en déesse renarde courant dans la montagne à l'aube en plein brouillard là, c'était chouette. Ouais, c'était bien. J'ai hésité sur les extraits quand même, parce que ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé Mina quand même. Et, Beaucoup, beaucoup. En fait je connais personne qui m'a dit pour l'instant qu'ils a aimé les deux époques pareilles. Tout le monde a une préférée. Élodie, alors tu as dit tout à l'heure mon seul roman. On va corriger ce petit point, puisque tu as maintenant 2 romans, puisque tu en as un qui est sorti pour les Aventuriels. Ah ouais, mais il est encore en avant-première. Ouais, mais il est là. Donc le deuxième roman, c'est Dans l'ombre de... Je crois que j'ai fait une faute de frappe. C'est Vorpuy? Non, c'est Vaurepuy. Aux éditions Olou. On reste dans le domaine de la fantaisie. C'est ce que tu préfères? Oui, parce que y a le côté magique, comme je disais, que la construction magique, c'est beaucoup plus libre. J'ai pas besoin d'être cohérente avec autre chose que les règles que j'ai fixées moi-même. Après, pour revenir à On reste, en fait, le On reste, il est dans l'autre sens. Ce deuxième roman, en fait, c'est le premier que j'ai écrit. Et le deuxième roman que j'ai écrit, c'est le premier qui est publié parce que le temps éditorial est ce qu'il est, il y a des délais, Mais donc, en fait, c'est ce deuxième roman, qui donc est le premier, c'est le tout premier. J'avais commencé à écrire des bouts de trucs en rapport avec ça. J'avais 16 ans, j'avais même pas encore le bac. Et après, j'ai arrêté d'écrire pendant super longtemps. Et c'est quand j'ai voulu reprendre, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'aime beaucoup lire, l'écriture, c'était quelque chose qui était chouette. J'ai juste plus eu le temps, mais là, ça serait chouette. Puis j'étais en thèse de maths, il y avait plein de trucs que j'arrivais pas à faire. Alors, un roman où il n'y a pas besoin de vérifier chaque ligne, est-ce que j'ai bien le bon théorème ou autre, c'était reposant. Et en fait, du coup, j'avais pas d'idée sur quoi lancer, donc j'ai été déterrer mes fonds de tiroir de lycéenne et je me disais, ah tiens, alors l'histoire est horrible, hein, c'est pas du tout une bonne idée, il y a des simplifications de partout, mais le gros fil rouge me plaisait toujours et donc je suis repartie sur le fil rouge pour avoir un point de départ. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ce qui me plaît dans la fantasy, c'est le côté magique. C'est le côté pouvoir faire des choses un peu différentes et avoir comme j'ai dit tout à l'heure, des règles du jeu différentes. Mais ce qui transparaît aussi beaucoup dans mes romans, c'est que mes magiciens ont un côté scientifique. Ils vont faire des expériences pour comprendre comment la magie fonctionne, ils vont tester des choses. Dans mon roman chez Eaglestream, j'ai un de mes deux personnages qui est très très universitaire en fait. Elle va faire des recherches dans les livres, elle va à la bibliothèque, elle va faire des résumés, elle va essayer de... Et donc tout ça, c'est pour comprendre la magie, pour comprendre les prophéties, mais c'est des approches qui sont très... En fait, c'est les approches que je connais, c'est les approches que j'ai rencontrées quand j'étais en thèse, comment on fait pour expérimenter sur quelque chose. Alors même si les mathématiques, c'est pas très expérimental comme science, hein, mais c'est clairement le côté... et si je balance une boule de feu 2 fois plus grosse, est-ce qu'elle crame 2 fois plus de choses? Enfin, le côté, on va tester, on va voir ce qui se passe. Et là-dessus, la science-fiction m'attire moins, parce que la science-fiction, elle est presque trop ancrée dans le réel pour moi. J'ai envie de faire des choses complètement différentes, qui sont les trucs qui me traversent l'esprit. Bon, mon côté pyromane doit jouer aussi au fait que j'aime bien les dragons, j'aime bien les forêts. Et en général, je mets pas trop de dragons dans les forêts, sinon ça finit pas bien. Mais oui, non, c'est vraiment le côté s'affranchir complètement des lois du réel pour créer mes propres lois. Et c'est ça qui m'amuse beaucoup dans l'écriture. C'est marrant, je rebondis, mais du coup, tu as écrit ton premier roman pendant ta thèse. T'as commencé. J'ai commencé, si on oublie que j'ai pris des bases, que j'ai quasiment... Enfin, je l'ai lu, j'ai fait... Je vais refermer, je vais pas les réécrire. Je me souviens juste vaguement de ce que... Mais oui, c'était complètement pendant ma thèse. Parce que moi aussi, j'ai fait ça. Mais c'est chouette, les thèses. Ouais, les gens devraient faire plus de thèses. J'ai fait ça. Pendant ma thèse, j'étais là, genre, non, mais c'est là, pendant ma thèse que je me suis mis à écrire des nouvelles. En fait, en même temps, je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, si je le fais pas maintenant, personne va le faire à ma place. Faut que j'y aille, quoi. Et à la fin de ma thèse, genre, mes derniers 6 mois, je me suis dit, oh, et si j'écrivais un roman maintenant? Et j'ai commencé à écrire Rouille. Mais on a des parcours très similaires, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur on t'a dit que... ça résonne beaucoup. Hein. Moi, quand j'étais en seconde, j'hésitais entre faire littéraire et scientifique. Moi, c'est pas ma famille, c'est ma professeure de français qui m'a dit, non mais, t'as vu tes notes en maths? Qu'est-ce que tu veux aller faire un bac littéraire? Et c'est très très dommage, en fait, parce que c'est pas exclusif. Alors c'est vrai qu'en termes de carrière,
un bac S offrait beaucoup plus de débouchés et ça m'empêchait pas de faire vraiment des lettres derrière. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté à un moment parce que on m'a dit va donc faire des maths. Ce qui est assez amusant parce que on ne dit pas si souvent que ça aux filles d'aller faire des maths. Et moi, on m'a dit non, mais t'as vu tes notes, va faire des maths, c'est trop cool. Et moi, j'étais là en mode oui. Mais Moi, j'ai eu la même chose, sauf que moi, j'ai même pas eu la moyenne en maths au bac, hein. J'ai eu une mention bien avec 8 en maths, hein, parce que j'aimais pas les maths à l'époque et j'aimais la physique. Et en fait, au même moment, ma prof de physique, elle m'a dit que je ferais jamais rien de ma vie si je faisais des sciences. J'étais là genre ah bah ok, merci, cool. Donc je vais quand même faire une prépa parce que j'ai été acceptée, donc je vais y aller, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis demandé est-ce que je fais une prépa littéraire ou est-ce que je fais une prépa scientifique. Et là, c'est ma prof de français de première qui m'a dit, elle m'a dit si tu arrêtes de faire des maths maintenant, t'en feras plus. Alors qu'en fait, lire, tu peux jamais t'arrêter. Et tu apprendras, elle m'a dit, tu sais faire, tu sauras apprendre toute seule ce genre de choses, où tu sauras trouver. Et c'est beaucoup plus facile en fait que d'arrêter. Enfin, si tu arrêtes les sciences, c'est très dur de reprendre les sciences en autodidacte, quoi. c'est cumulatif en fait. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ok, dans ce cas-là, je vais faire des maths. Et elle m'a dit, ça fait marrer toujours, elle m'a dit, bon, bah au moins tu sauras écrire là-bas. Ils auront une matheuse qui sait écrire, elle m'avait dit. Ada, les mathématiques, ça vous parle? Ouais. I live in an academic commune J'habite une communauté universitaire with a chemical engineer and a Martian astrogeologist avec des ingénieurs en chimie et un géologiste martien, and a linguist un linguiste and a librarian. et un bibliothécaire, ou une d'ailleurs, puisqu'en anglais c'est... And a person who studies 19th century French and English science fiction literature. Et quelqu'un qui étudie la science-fiction française et anglaise du 19e siècle. And we have a lot of conversations about all branches of sciences and about mathematics and about, new discoveries and so on, as each of us explains what it means to our area of expertise. On a beaucoup de discussions donc sur les diverses découvertes, les divers thèmes et tout ça, et en fait les relations que ça peut avoir les uns entre les autres. I have a wonderful photograph on my phone. J'ai une très belle photographie sur mon téléphone. I had spent all night using medieval wax seals to seal letters with coats of arms on parchment paper for my Renaissance role-playing game. J'avais passé toute la nuit à cacheter à la cire des papiers pour mon jeu de rôle basé sur la Renaissance. And when I got up in the morning, somebody had doodled integral calculus all over the papers that I left sitting out amid the wax seals and the candles. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, quelqu'un avait griffonné toutes sortes de formules mathématiques sur les papiers que je m'étais donné beaucoup de mal à sceller. And I think it's a good summary of how stimulating it is to be in that kind of community. C'est une belle métaphore de tout ce qu'il peut y avoir de stimulant d'être dans une telle communauté. And it's indispensable as a writer because it means when I suddenly have an idea and I need to know if it would work or how it would work, I can ask. Et aussi, c'est très important pour un écrivain parce que quand j'ai une idée, j'ai toujours quelqu'un à qui demander si ça peut fonctionner ou pas. So I'll be thinking, I want this. This is not for Terra Ignota, but for a later series, for a later book series. Donc justement, pour le premier roman d'une série à venir, And I was thinking, I want this magical thing to make a person's blood turn black. je voulais trouver une formule qui permette de faire en sorte que le sang d'un humain devienne noir. So I asked my chemist, and he immediately said, Donc j'ai demandé à mon ingénieur chimiste qui m'a dit, do you want one chemical to absorb all the wavelengths of light, or do you want several different chemicals to be absorbing different wavelengths of light in a compound? donc est-ce que dans le composé, tu veux qu'il y ait un seul produit ou plusieurs qui absorbent le rouge? And so that immediately made me think, oh, interesting, it could turn to different colors on the way to black. Donc c'est intéressant parce que je me suis aperçu qu'il pouvait passer par différentes couleurs avant de devenir définitivement noir. And then we spent a while discussing fish hemoglobin. Fish hemoglobin. Ah oui. Et donc on a passé pas mal de temps à un sujet passionnant qui est l'hémoglobine des poissons. And it gave me a much better idea of what the magical thing would do than the original. Ça m'a donné vraiment une meilleure idée de comment pourra fonctionner le principe magique que mon idée de départ.
And this inevitably happens when we have these discussions that whatever we're designing, because all of us are designing stories or games, even the chemist and the geologist. Et en fait, ce qui résulte, puisque de toute façon, on est tous en train oui, concepteurs de jeux de rôle, pardon, le mot que je cherchais, même l'ingénieur chimiste. So by all taking an interest in each other's work, my stories have better math and better science, their games have better history and better metaphysics. Donc cela fait que mes romans sont bien meilleurs en mathématiques, tandis que leurs jeux de rôle sont bien meilleurs en histoire. I think a novelist is someone who's interested in everything and pulls everything into the story. D'après moi, un véritable écrivain, c'est celui qui s'intéresse à tout et qui peut tout mettre et le retranscrire dans une histoire. Merci. On va quand même parler un petit peu de votre roman. Vous mettez quand même pas mal d'histoires, et notamment l'histoire des personnages dans vos livres. Alors, je n'ai pas lu Reading Lucretius in Renaissance. Par contre, Naturellement. voilà. Et par contre, j'ai lu Terra Ignota, le premier, the first one. On retrouve des références historiques. On retrouve aussi énormément de références à des philosophes français. Merci. Diderot, que vous surnommez d'ailleurs le philosophe. En fait, c'est Mycroft qui le surnomme le philosophe. Voltaire, le patriarche, le marquis de Sade, Rousseau, aussi des philosophes anglais. Et comme dans Diderot, vous utilisez une narration avec Mycroft qui va parler au lecteur, comme dans Jacques le Fataliste. Ce sont vos études d'histoire qui vous ont amené à cette volonté de parler de ces philosophes, ou c'est justement cette communauté dans laquelle vous vivez? I was studying them in my second years of undergraduate college. Je les ai étudiés dans ma seconde année de collège. Enfin, le collège aux États-Unis est quelque chose d'un petit peu différent, mais on ne va pas détailler. Università. Oui. And I just fell in love with how reading Jacques the Fatalist felt like a time capsule of having a conversation with Diderot. Et j'ai adoré le fait qu'en lisant Jacques le Fataliste, on a vraiment l'impression d'avoir une conversation avec Diderot lui-même. It was like nothing I'd ever read. There was an intimacy between the author and the reader. Je n'avais vraiment jamais rien lu de tel qui fait une telle intimité entre l'auteur et le lecteur. And I wanted to replicate that. C'est quelque chose que je voulais essayer de reproduire. But I was also interested in choosing a time period to focus on. Mais j'avais aussi envie de choisir une période temporelle sur laquelle je puisse me concentrer. Because I'm interested in making people think about the fact that in the future they will have different opinions of the past. Parce que je voulais aussi démontrer que dans l'avenir, les gens auront une opinion différente du passé. So in one of the later books, I have the narrator mention that in his time, which is the 25th century, Donc, dans un des romans qui arrivera plus tard, je voulais démontrer comme le narrateur qui, lui, est du XVe siècle, people debate whether World War I ended in 1945 or 1989. donc les gens débattaient pour savoir si la Première Guerre mondiale s'était terminée en 1914 ou en 1999. And just thinking about that being a debate, which feels strange to us, but clearly lumps the two wars together. C'est vrai que pour nous, cette idée est assez bizarre, mais par contre, dans le récit, ça faisait vraiment un ciment pour coller les deux mondes. You can see how the future could decide that, just as we now call the Wars of the Roses or the French Wars of Religion one war, even though at the time they were thought of as many different wars. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, avec ce qu'on appelle maintenant la guerre des roses ou d'autres guerres qui maintenant ont ce nom, alors qu'elles faisaient juste partie d'une guerre parmi tant d'autres. So we think of there being two world wars and a Cold War, but the future might think of that as one thing. Pour nous, c'est vrai qu'il y a eu 2 guerres mondiales et une guerre froide, mais c'est vrai que peut-être que dans l'avenir, elles ne feront plus qu'une. So if you watch Star Trek, Si vous regardez Star Trek, everybody in Star Trek knows all about World War II and all of the World War II generals and lots of things about the 20th century.
Dans Star Trek, tout le monde sait à peu près tout sur la Seconde Guerre mondiale, sur les autres guerres et sur le XXe siècle en général. which doesn't make any sense. Ce qui n'est absolument pas logique, comme dirait Monsieur Spock. Unless the Star Trek future is obsessed with the 20th century just the way the Italian Renaissance was obsessed with ancient Rome. À moins évidemment que le siècle de Star Trek soit complètement obsédé par la Seconde Guerre mondiale, un peu à la façon de la Renaissance était obsédé par la Rome antique. Right? Because everybody in the Renaissance knew all the ancient Roman emperors. Parce que tout le monde à la Renaissance connaissait la façon de fonctionner de la Rome antique. Not because that era of history was specifically important, Non pas parce que ce soit particulièrement important, but because it fit the political and intellectual needs of that century to study its past. mais parce qu'à ce siècle-là, c'était assez important de connaître ce passé et de l'étudier. So I thought, what if Star Trek is actually in a future that is obsessed with the 20th century? Et donc la question qu'on peut se poser, c'est et si en effet Star Trek se passait dans un avenir qui est complètement obsédé par le XXe siècle? And if so, could I write a future science fiction that is obsessed with a different century? Et donc pourquoi pas imaginer un monde futur qui est obsédé par un siècle totalement différent? So they never talk about the 20th century, ever. Donc ils n'y parlent jamais du XXe siècle, jamais. But they talk all the time about the 18th century and the 22nd century, Mais ils n'arrêtent pas de parler du XVIIIe siècle et du XXIe siècle. as if we are a dark age in between the centuries they like. Comme si entre ces deux périodes, c'était le monde des ténèbres, c'était les Moyen-Âge, c'était l'absence de civilisation. And I think it's powerful to use science fiction and the way it shows us the future to make us rethink our present and what it might mean to the future and how the future might judge now. Du coup, il est intéressant justement de faire cette gymnastique pour voir comment l'avenir pourrait juger notre présent. Je vais le faire en anglais, mais and I think it's very interesting to ask ourselves why this period would be interesting for the future and not ours, because we are thinking that our period is the most interesting, we are living in it. But how would they choose what they are obsessed with? Je me dis, c'est aussi intéressant de se demander en fait pourquoi le futur, donc pourquoi Star Trek par exemple serait obsédé avec cette période-là particulièrement et pas les autres, parce que nous on vit de notre époque à nous, on se dit que c'est forcément la plus intéressante parce que c'est celle dans laquelle on vit, mais ça se trouve en fait les gens ils vont trouver qu'on est complètement arriéré, et pourquoi ils vont choisir de s'intéresser à une autre période plutôt qu'à celle où nous on est, quoi. Et ça c'est hyper intéressant. Encore Ça qu'il y a dit le beaucoup de mouvement choses, du quoi. c'était mieux avant, mais enfin. Ouais. Ah, mais c'est vrai, on pourrait se demander qu'est-ce qui motive une obsession pour un truc particulier, quoi, à l'échelle d'une civilisation, quoi. Because the 18th century was questioning a lot of politics without yet overthrowing monarchy or, strong ideas of power. Parce que le XVIIIe siècle posait beaucoup de questions quand même, sans pour autant penser à renverser la monarchie. And also questioning a lot of ideas about gender, but without yet making the radical changes we're making now. Et se posait aussi beaucoup de questions relatives au genre, sans faire les changements radicaux qu'on voit aujourd'hui. So for my 25th century, the 18th century is a period with exciting questions, but where they don't have to commit themselves to positive social change yet. Donc du XXIe siècle, vue du XXIe siècle, le XVIIIe le XVIIIe siècle est une période intéressante en ce qu'ils discutaient énormément, remettaient en question énormément de choses, mais sans forcément les changer. Because it's a future that thinks of itself as very progressive, but very stagnant at the same time. Parce que c'est une période qui se veut extrêmement progressive, mais en même temps qui stagne totalement. C'est très intéressant que vous parliez justement du langage, parce que je fais sauter plein de questions, parce qu'on est déjà pas mal avancé. Dans Terra Ignota, vous utilisez le on narratif. Donc, ouais. Et je vais juste lire un court extrait. Dis-moi, lecteur, cela vous dérange-t-il que la moindre de mes phrases vous rappelle leur sexe? Elle, il. Vous les présentez-vous de ce fait, dans les bras l'un de l'autre, remplissant une sensualité gratuite jusqu'à une scène aussi banale? Un linguiste vous dirait que les anciens étaient moins sensibles que nous au langage genré, que ce langage nous trouble en réalité par sa rareté. Je n'en crois rien, je crois que le langage genré était bel et bien aussi sensuel pour eux qu'il l'est pour nous, mais à mon avis, il reconnaissait au sexe sa place dans chaque geste, chaque pensée,
alors que notre époque pudibonde se cache derrière la neutralité du on. Vous utilisez beaucoup le on dans Terra Ignota. So in English, it's the singular they. It's they used for the. En anglais, c'est une sorte de il au singulier. Enfin, je pense que I think it's the it in fact. No. No, it's they. They. Ah, They. okay, They. sorry. It's a different thing altogether. Yeah. Yeah. And I really like the choice of on in the French because it's archaic. It's an J'ai old. beaucoup aimé. Pardon. J'ai beaucoup aimé l'usage du on en français dans la traduction, justement parce que c'est assez archaïque. Because the author of the narrator whose text we're reading, the narrator of the book who is writing a text, Parce que c'est le narrateur du récit donc, qui écrit son propre texte is trying to write in an archaic style. et essaie de prendre des tournures à un style archaïque. So in English, he uses thee and thou, Donc en anglais, il use le thy, T-H-Y, et thou, T-H-O-U, qui en effet sont des formules, on dirait en anglais encore plus archaïques que le on. which are the archaic, because English no longer has the to vous distinction, Parce qu'en anglais, bien sûr, il n'y a plus cette distinction avec le tu et le vous. but they used to, and thee thou was the to form. Et il l'utilisait il y a très très longtemps, donc avec les formes thy et thou. So I like on because it both communicates gender neutrality and archaicness. Donc j'aime bien le on parce que ça traduit à la fois une forme d'absence de genre et en même temps cette formule archaïque. So for this particular book, which is so much about archaism, Surtout pour ce livre qui parle beaucoup, justement, traite beaucoup d'archaïsme. it's a very fitting way to render the singular they. C'est une façon très intéressante de rendre justement ce they. If we were translating one of many other books that use it, recent things like Half-Built Garden by Ruthanna Emrys, I think we would need to translate it differently. Si on l'utilisait pour d'autres livres comme Half-Built Garden, Half-Built Garden, alors je crois pas que half-built, demi-construit. demi-construit, bon donc je pense ouais non. Ouais. There is Becky Chambers too. Becky Chambers. And Becky Chambers. Dans la justice de l'ancillaire, en fait, en anglais, Yeah. elle utilise le they, mais il a été traduit en français par elle. Ils ont choisi de féminiser avec son traducteur tout ce qui est neutre en féminin. Yeah, I think that it's a good thing to translate it differently at different books because then we push the language more and see what works and what doesn't. C'est vrai que c'est intéressant de le traduire de façon différente selon les livres puisque ça permet de pousser un peu les limites du langage et de voir ce qui fonctionne ou pas. Yeah, on is perfect for Mycroft, but wrong for Becky Chambers and many others. On, en tout cas, est parfait pour ceux que j'écris et le elle, parfait pour Becky Chambers et quelques autres. Je vais passer aux toutes dernières questions. Floriane, après un petit peu de fantasy, un petit peu de steampunk, de la SF, tu vas rester sur la SF ? Oui et non. Oui et non. Je pense qu'en tout cas, en littérature plus adulte, j'ai beaucoup de choses à explorer en SF et c'est le genre vers lequel j'ai envie d'aller en ce moment. Ce ne sera pas forcément toujours du space opéra ou des choses comme ça, mais ça restera de la science-fiction. Mais j'ai d'autres projets, qui arrivent et notamment, enfin, c'est pas pour tout de suite, mais j'imagine déjà faire un retour dans l'univers de Rouille avec d'autres personnages à une autre époque peut-être. Mais j'en ai pas fini avec le steampunk, je pense, et avec le fantastique en général. Je suis pas trop fantasy parce que pour le coup, moi, je trouve ça hyper dur d'inventer un monde, je trouve ça terrorisant. Non, vraiment. En fait, parce que j'ai essayé d'écrire de la fantasy et j'y arrive pas. Mais tu as inventé un monde. Dans Ruin, tu as inventé un monde. Non, parce que pour moi, à chaque fois, c'est borné par des choses que je connais. Là, dans Rouille, c'est Paris, je connais Paris. Le Japon, il y a du Japon contemporain. Enfin, je l'ai pas inventé. Je suis allée vérifier que c'était les bonnes choses, quoi. Et au final, dans Lama, j'ai circonscrit mon univers à une décharge qui flotte et j'ai parlé de choses que je connaissais. Donc bon. Je t'invente le monde, tu l'écris? Vas-y, si tu veux, on fait ça. Mais donc voilà, donc ce sera plutôt de la SF pour l'instant. Je m'autorise à aller voir d'autres choses, mais ce sera surtout de la SF. Ouais. Élodie, je sais que tu as un roman qui va partir là chez les éditeurs. Voilà, il y a un roman que je suis en train de finir de corriger parce que j'aime bien avoir fait mon maximum et tout fini avant d'envoyer aux éditeurs parce que sinon ça me met une pression de délai. Et dans celui-là, justement, je parle de mathématiques, ce que je fais dans aucun des précédents, parce que j'avais envie de justement mettre à profit un peu tout ce que je sais, toute cette formation de mathématiques que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est que d'être une fille dans un groupe de mathématiciens? Et donc, un de mes personnages principaux, ce sera une jeune femme qui fait des mathématiques.
et qui se retrouvera au final pas forcément discriminée parce qu'elle est une femme, mais justement pour montrer que on peut être une femme, on peut faire des mathématiques et c'est cool. Mais là, pour le coup, ce sera vraiment l'environnement global. En fait, il n'y aura pas besoin de formules, c'est pas autour de l'intrigue, tourne pas autour des mathématiques. C'est juste l'ambiance qui sera teintée de mathématiques. Mais on reste sur non, mais notre monde manque quand même de magie. J'ai envie de tricher, de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, je vais rajouter des mondes parallèles, des invocations de 3 dragons, des choses comme ça, parce que faudrait pas s'ennuyer. Mais c'est vrai que je trouve ça chouette de pouvoir mettre à profit ce que je sais, ce que j'ai appris, les points sur lesquels je suis à l'aise. Et du coup, mettre un peu de maths dans mes romans, tout comme j'ai tendance à corriger les répétitions dans mes bolets de cours. Il y a un côté équilibre qui se fait. Si vous voulez découvrir les mathématiques d'Élodie, les revues Intervalle sont présentes sur le salon. Vous les trouvez dans une des allées. Ah, au Quai Voltaire. Vous les trouvez Quai Voltaire. Voilà. Ada, vous nous avez parlé de ce livre avec du sang qui devient noir. C'est bientôt publié. On va pouvoir le trouver rapidement. That will be the series after the series after the series I just started. Ça Ok. sera la série après la série après la série que je viens de commencer. Because I world build for a very long time. Parce que la construction de monde prend beaucoup, beaucoup de temps. I world built my first series for 5 years before I started outlining it. J'ai mis 5 ans rien qu'à construire le monde de ma première série avant de commencer à écrire la première ligne. And then I spent 6 months outlining all 4 books chapter by chapter from the beginning of the series to the end. Et j'ai mis 6 mois rien pour faire un synopsis chapitre après chapitre du début à la fin. I plan very thoroughly. Je planifie beaucoup. And so while I was writing that, I was already world building for the next 3 series that I'm going to do. And I'm still world building 2 of them, and I'm started on the next one. Et pendant que je faisais ça, pendant que j'écrivais, j'étais en train de construire les mondes des 3 prochaines séries. 2 sont terminées et la 3e est en cours. So lots of planning in advance. Lots of planning. Beaucoup de préparation. En français, on dit, enfin, notamment sur Cocyclique, on dit que vous êtes un architecte de l'écriture. Et toi? Do you always follow the plan chapter by chapter? You never go straight? Sometimes I'm partway through and I think, oh, this doesn't have to be this way. I could change it, and I'll change it around, and I'll reverse the order or merge things. Parfois, si, quand je suis en cours d'écriture, c'est vrai que je me dis, ah, ça pourrait marcher autrement, donc j'intervertis des événements ou des petites choses comme ça. And I'll try, and I'll write and work on it, and it won't work. And after a month and a half, Et parfois, ça ne marche pas, donc après avoir travaillé 1 mois, je refais un retour en arrière à ce que j'avais écrit à l'origine. yeah, and my roommates will listen to me complain for a month. Why isn't it working? Mes colocs m'entendront râler pendant 1 mois, mais pourquoi ça ne veut pas marcher? And then I'll realize it's because past Ada was always right. Past Ada was always right. Parce que je comprends que l'Ada du passé avait en fait raison, et elle a toujours raison. Floriane, on va terminer sur ça. Et Élodie aussi. Architecte, jardinier, Moyen, moyen. au milieu. Au Enfin, milieu. je fais des plans très détaillés que je respecte pas. La même. Pour ceux qui ne savent pas, jardinier, c'est celui qui invente l'histoire au fil des pages. Et l'architecte qui va construire un plan qui va suivre le So I parfaitement possible. recently wrote about this question for Tor.com. For Tor. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de justement aborder cette question avec l'éditeur Tor, l'éditeur américain. After a conversation I had with Joe Walton and Ken Liu. Après une conversation avec Joe Walton et Ken Liu, Both of them tend to start writing without very much of a plan. tous deux commencent à écrire quand ils n'ont pas vraiment beaucoup de plans prévus. But when we talked about it, we realized that all the things I do in advance, Mais pendant la discussion, on s'est aperçu que tout ce que je planifie longtemps à l'avance, they do as they're going. ils le font également, mais en cours de route. You know, and they will realize things as they're writing that I realized when I was looking at my outline. Donc en fait, ils comprennent en cours de route des choses que moi je comprends quand je regarde mes synopsis. So we really do all the same things, just in a different order. Donc en fait, on fait tous la même chose, on ne le fait pas dans le même ordre, c'est tout. You know, when I'm making my outline, there will be a moment where I know what the 4 biggest plot points are.
C'est vrai que quand j'écris mes synopsis, à un moment, je me rends compte de quelles seront les 4 articulations principales du synopsis. And then I think about what has to happen before and after. Et à partir de là, il me suffit à construire ce qui va se passer avant et ce qui va se passer après. And Joe or Ken will also know what the big ones are as they start in and are going toward them. Joe et Ken font pareil, dans le sens qu'ils savent également vers quoi ils vont et quelle sera la plus importante articulation de l'histoire. It's just that they're putting words on the page instead of sitting down staring at a spreadsheet. C'est juste qu'ils s'assiedent et écrivent au lieu de s'asseoir et faire un synopsis sur un papier. And sometimes they'll get to the end and realize, oh, this chapter should be earlier, and they'll move it. Et en cours de route, c'est vrai qu'ils s'aperçoivent, tout compte fait, ce chapitre devrait être plus tôt, alors je vais changer de position. Which I do when I'm making the 6 months of the outline. Ce que je fais pendant les 6 mois que je passe à faire mon synopsis. So it all works the same, it's just in a different order. Donc tout fonctionne de la même façon, mais pas dans le même ordre. And I think sometimes there is a sense that outlining or being an architect in the French term is somehow better or cleverer. Parfois, j'ai l'impression d'être un architecte est beaucoup mieux ou beaucoup plus intelligent. As I described it to Ken, it's as if we have to cross a river and the outliner built a boat and the others tried just to swim. J'ai souvent dit à Ken, en fait, que c'est comme si face à une rivière, les architectes commencent à construire un bateau, tandis que les jardiniers se contentent d'y aller à la nage. But it isn't actually like that, even if it feels like that. En fait, on peut avoir l'impression que c'est comme ça, mais ça ne l'est pas vraiment. It's more that the Ken Liu and Joe jump in and start swimming while carrying tools and wood and build a boat well in the middle of the river. C'est plus comme si Joe et Ken, en fait, ils vont à la nage, mais avec sur le dos tout ce qu'il faut pour bâtir un bateau au milieu des flots. And at the end, we both cross the river and have a boat, and it's the same. Et de toute façon, au final, on a tous les deux traversé la rivière, tous traversé la rivière et tous les trois eu un bateau. So neither is cleverer, even though I think a lot of people who don't outline feel a little bit insecure as if it isn't as good, and it's just as good. Ceux qui ne font pas de synopsis imaginent que non, c'est pas aussi bien, alors que c'est eux qui se trompent. I think that to world build like you do is like it feels more safe and secure. So it feels like it's more intelligent because you said, "Oh, I know where I'm going each way of the trip," but I'm not sure because I do very detailed world building with chapter and everything, and I cannot follow it. So I discover it right, like Joe or Ken Liu, but I know what are my very important pitch points, and I'm going through these pitch points with my plan that I don't follow. Mais je pense que, pour ceux qui n'ont pas compris, du coup, je pense qu'en fait, c'est parce que c'est rassurant d'avoir un plan, parce que du coup, on sait où on va. Et moi, je fais des plans hyper détaillés, chapitre par chapitre, que je suis jamais. Par contre, il y a des endroits, enfin, il y a des moments hyper clés de l'intrigue où je sais que je dois absolument passer par ces points-là. Et du coup, je découvre un peu mes personnages et mon histoire au milieu, puis je les amène à ces points-là, puis après, hop, je fais ça, hop, j'arrive à un autre point, puis à la fin, je fais du Tetris de chapitre, quoi. Merci. Moi, c'est un peu la même, juste que parfois la fin change au milieu. J'ai besoin de connaître la fin pour écrire, mais parfois je me dis, en fait, la fin que j'avais imaginée, elle est pas si bien. Je pourrais mettre ça. Est-ce que c'est cohérent? Ouais, c'est cohérent, ça passe. Bon, allez, hop, on change la fin. Mais par contre, au moment où j'écris, j'ai toujours besoin d'avoir une fin en tête. Pareil, aussi. You have to know the ending of the story before you start to outline and write. Merci. Merci à toutes les trois. Merci Thomas pour la And for traduction. the first series, I had the structure of the big thing that happens at the end of book 2 and the big thing that happens at the end of book 4. Before I did the world build, I was world building to that structure. C'est vrai qu'au départ, j'avais ce qui allait se passer à la fin du premier tome, ce qu'il allait se passer à la fin. Deuxième. Pardon, oui, j'entendais mal. Deuxième et quatrième, et il suffisait de remplir les blancs de ce qui allait se passer entre. Vous allez pouvoir retrouver Ada tout à l'heure sur scène, puisqu'elle nous fait la joie de faire des chants, donc sur la scène dehors, la scène des fan corps, avec son amie Lauren Schiller. Merci pour ça. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir découvrir les livres d'Ada parce que tout a été vendu. Il reste les tomes 2, 3 et 4. Voilà. Dans une série, il faut un petit peu commencer par le 1, c'est un peu mieux. And
books 1 and 2 really are the two halves of one book because they cut it in half. So you need book 2 to read book 1 anyway. Yes. So you should get it. Surtout que en fait, le livre 1 et 2 sont un seul livre qui a été coupé en deux par l'éditeur. Donc, Florian va être en bas sur le stand des libraires. Vous pouvez découvrir encore tout. Il y a encore de tout. Il reste 3 Encore de rouilles, tout. mais il y a du stock pour les autres. D'accord. Et Elodie aussi. Donc, il y a les 2 livres. Celui qui sort en avant-première pour les aventuriales. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi des livres sur le stand d'Éterval, enfin des revues sur le stand d'Éterval. Merci mesdames. Merci. Merci Thomas. Bon Merci après-midi. tout.